Bonjour et bienvenue dans votre édition de 15 heures. Voici les faits marquants de ce lundi 22 septembre 2025. Déclaration de l'ambassadeur de Djibouti aux États-Unis sur la participation du président de la République à la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui a débuté ce matin. Dans l'actualité internationale, la Belgique rejoint le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal en annonçant officiellement la reconnaissance de l'État de Palestine. Le président Guelleh à l'ONU plaidoyer pour un ordre international rénové et la souveraineté palestinienne. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, va participer donc à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Arrivé hier soir, le chef de l'État y portera une série de messages cruciaux pour la communauté internationale. Lors de son discours à la tribune de l'Assemblée générale, le président Guelleh défendra la préservation de l'ordre international qui a fait ses preuves comme instrument de coopération multilatérale au service de toutes les nations. Il soulignera la pertinence durable du système des Nations Unies et de sa charte qui servent depuis 80 ans de socle éthique et juridique et de boussole pour les relations internationales. Et enfin, le président Guelleh lancera un appel solennel à la communauté internationale pour la reconnaissance formelle d'un État palestinien souverain. Allant au-delà de la simple reconnaissance, il négociera en faveur d'un processus concret de création de cet État en parfaite conformité avec la Charte des Nations Unies. Et justement, à cette occasion, à l'occasion de la célébration du 80e anniversaire de la Charte des Nations Unies, notre ambassadeur aux États-Unis a accordé une interview exclusive à notre envoyé spécial Awa Abdi en marge des travaux de haut niveau de l'Assemblée générale à New York où le président de la République prend part aux échanges mondiaux. Pour moi, c'est d'abord un immense honneur d'accueillir Son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, ici à New York. C'est une session historique à plus d'un titre. C'est d'abord la commémoration du 80e anniversaire de la création des Nations Unies et la signature de la Charte des Nations Unies à San Francisco. C'est aussi une session historique parce que le 22, plusieurs États, nouveaux États, s'apprêtent à reconnaître formellement l'État de Palestine, répondant ainsi aux aspirations légitimes du peuple palestinien. C'est bien sûr une étape qui est bienvenue, mais il faudra faire beaucoup plus pour permettre à l'État palestinien de retrouver une souveraineté pleine. Djibouti est bien sûr signataire de la Charte des Nations Unies, mais nous avons bien sûr rejoint le reste de la communauté internationale parce que nous nous reconnaissons pleinement dans les aspirations que la Charte véhicule. La Charte des Nations Unies est un document fondamental qui a servi de socle, de boussole au monde, qui a subi plein de transformations, pas toutes positives, mais la Charte nous a guidés dans les relations internationales. Le président Guelleh aussi s'exprimera lors d'une réunion consacrée à la réforme de l'architecture financière internationale sur la base du pacte numéro 48 du pacte pour l'avenir. Et cette session va être consacrée à la réforme, à la nécessité de la réforme de l'architecture financière internationale. Et le président va délivrer un message fort lors de cette session pour dire que les institutions de Bretton Woods datent d'il y a 80 ans et le monde d'aujourd'hui a changé. L'Afrique, Djibouti, doit pouvoir accéder à un financement qui lui permette de financer le développement, les infrastructures de nos pays sans que cela n'affecte la durabilité budgétaire. Et l'interview revient notamment sur les enjeux majeurs de cette session historique, ainsi que sur la position de Djibouti face aux défis actuels du multilatéralisme. On réécoute le diplomate djiboutien. Aujourd'hui, le président Ismaël Omar Guelleh va apporter une voix forte, très bien articulée,
pour expliquer au monde que Djibouti est un pays épris de paix. Les pays amis, comme les autres observateurs externes, sont impressionnés par la position constante, cohérente, forte du président Ismaël Omar Guelleh et de Djibouti en faveur de l'autodétermination du peuple palestinien. Le dernier rapport des Nations Unies, présidé par la juge Navé Pillay, a démontré de manière ample, dans un document de 72 pages, qu'il y avait bien un génocide en cours, et Djibouti l'a dit il y a bien longtemps. Le président l'a dit, les tueries doivent s'arrêter, le massacre doit s'arrêter, les femmes et les enfants qui sont en train de mourir dans ce pays frère ont le droit de vivre. Il faut arrêter le massacre. Ça a été le message constant du président Ismaël Omar Guelleh et le monde a bien entendu ce message du président Guelleh. La Belgique rejoint le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et le Portugal en annonçant officiellement la reconnaissance de l'État de Palestine, marquant un tournant historique dans la politique de plusieurs pays traditionnellement alliés d'Israël. Cette décision, qualifiée de moment historique par l'ambassadeur palestinien à l'ONU, survient près de 2 ans après le début du conflit dans la bande de Gaza. Face à ces reconnaissances, Israël exprime une vive opposition avec le Premier ministre Netanyahou affirmant qu'il n'y aura pas d'État palestinien et qualifiant cette démarche de menace pour l'existence d'Israël. Les États-Unis, eux, jugent cette initiative symbolique, insistant sur la nécessité d'une diplomatie sérieuse et la sécurité d'Israël. Cette annonce intervient à la veille de l'Assemblée générale des Nations Unies où un sommet coprésidé par l'Arabie Saoudite et la France se penchera sur l'avenir de la solution à 2 États. Par ailleurs, la situation humanitaire dans la bande de Gaza reste critique, avec l'ONU ayant déclaré un état de famine et une commission internationale accusant Israël de génocide. À ce jour, 147 pays sur 193 membres de l'ONU reconnaissent déjà officiellement la Palestine, un nombre qui continue de croître. Et lors de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui a débuté donc ce matin, plusieurs pays, dont la France, ont officialisé la reconnaissance de l'État palestinien, portant à 152 le nombre d'États membres soutenant cette démarche. Cette avancée diplomatique majeure est toutefois rejetée par Israël et les États-Unis qui y voient un danger pour la paix. Le Premier ministre israélien a réaffirmé son opposition à la création d'un État palestinien, tandis que la situation humanitaire à Gaza reste critique. Un sommet historique coprésidé par la France et l'Arabie Saoudite se tiendra donc aujourd'hui pour discuter de l'avenir politique des Palestiniens et de la paix au Proche-Orient. Dans la continuité de son séjour officiel à Doha, le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Redouane Abdoulaye Bahdoune, a franchi une nouvelle étape dans le patient travail de consolidation des liens entre Djibouti et le Qatar. Aujourd'hui, en compagnie du directeur général de la radio-télévision de Djibouti, Aden Abdijama, et de l'ambassadeur de Djibouti à Doha, Dayeb Doubedrable, il a été reçu par son homologue qatari, Mohamed Ben Ali Ben Mohamed Al-Manaï, ministre de la télécommunication et des technologies de l'information. Les discussions ont porté sur le mémorandum d'entente déjà signé entre les 2 ministères, ainsi que l'échange d'expertise, le transfert de savoir-faire et l'édification d'un espace commun où technologie et souveraineté se conjuguent. Le ministre de la Communication a rappelé la condamnation ferme de la République de Djibouti face à l'attaque inacceptable dirigée donc contre l'État du Qatar. Et l'ambassadeur de Djibouti à Doha s'est vu confier la mission délicate de traduire ses intentions en actions concrètes, d'assurer le suivi des projets convenus et d'accompagner leur mise en œuvre. Dans l'actualité également, avec ce retour triomphal pour les lauréats de l'école de l'excellence après leur brillante participation à l'Olympiade internationale sur le changement climatique et les problèmes environnementaux qui s'est tenue du 13 au 17 septembre en Russie, accueillis hier soir à l'aéroport par les hauts cadres du ministère de l'Éducation nationale. Leurs enseignants et leurs familles, ces jeunes prodiges, ont été ovationnés pour leur performance exceptionnelle sur la scène scientifique internationale.
Face à des candidats venus d'une dizaine de pays, dans l'Éthiopie, le Qatar, la Russie, l'Inde ou encore le Costa Rica, la délégation djiboutienne a brillé en décrochant une médaille d'argent remportée par Meidoub Ilyas et 6 médailles de bronze. Un palmarès qui témoigne de la qualité de l'enseignement dispensé à Djibouti, mais aussi du sérieux de l'engagement et de la rigueur de ses élèves, capables de rivaliser donc en anglais avec les meilleurs talents scientifiques du monde. L'école de l'excellence confirme ainsi son rôle de tremplin vers l'excellence académique et scientifique. Ce succès collectif est une véritable fierté nationale et envoie un message fort à la jeunesse djiboutienne. Le travail, la discipline et la persévérance ouvrent les portes de l'excellence. Et notre équipe sur place a recueilli quelques réactions. En voici une. Effectivement, ça a été une belle expérience, surtout sachant que les épreuves étaient vraiment compliquées, préparées même pas. L'épreuve était préparée par l'organisation des Nations Unies, l'ONU. Même l'un des membres majeurs est venu. C'est eux qui préparaient. C'est vraiment très très compliqué. Et voilà, c'était un vrai succès parce qu'on faisait la compétition avec des très grands pays scientifiques comme la Russie, l'Inde, le Qatar, le Bangladesh et plusieurs autres pays, le Tadjikistan, plusieurs pays. Et on s'est classé troisième derrière l'Inde et la Russie. Une très belle réussite parce que être troisième mondialement, c'est surtout pour Djibouti, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et on est heureux et fiers de l'avoir. Le comité directeur de l'Association pour la promotion de l'éducation physique et du sport scolaire, la PEPS, a tenu hier sa réunion de rentrée axée sur la préparation de la journée nationale sport et santé pour tous, prévue pour la fin du mois d'octobre. Organisée en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé, cette journée vise à promouvoir les bienfaits de l'activité physique sur la santé et le bien-être de l'ensemble des citoyens. Lors de cette réunion à laquelle ont pris part des représentants des deux ministères, les discussions ont porté sur les modalités d'organisation de cette journée, notamment les types d'activités sportives à proposer et les ateliers de sensibilisation à la santé à déployer. Partant du principe que l'école constitue un point de convergence pour les élèves, les parents et les associations locales, il a été décidé que les établissements scolaires serviront de pôle d'animation pour les activités. Tous les citoyens âgés de 7 à 77 ans résidant autour de ces établissements seront invités à y participer. Le projet Sport et Santé pour tous les citoyens djiboutiens, entend faire de l'activité physique un outil central de santé publique, de prévention des maladies liées à la sédentarité, mais aussi un vecteur d'inclusion sociale et de bien-être global. Et suivons quelques réactions donc des participants. C'était donc la rentrée de l'APEPS, l'Association pour la promotion du sport scolaire, qui faisait sa rentrée pour l'année, après une année riche de fin d'année où le grand projet du relais national a été mis en place et le mouvement des éclaireurs de Djibouti. L'APEPS commence en force cette année ses activités. Donc nous avons dans notre plan d'action bien sûr ce qui fait notre ADN, donc le calendrier du sport scolaire qui sera mis en œuvre dans toutes les disciplines. Mais je voudrais annoncer ici que le grand projet que le ministre de l'Éducation nationale avec le ministre de la Santé met en œuvre et a confié pour son exécution à la PEPS, c'est la journée nationale sport et santé pour tous qui va être organisée au mois d'octobre. Donc l'objectif aujourd'hui de cette réunion du comité mixte MENFOP, ministère de la Santé, où il y avait de hauts représentants du ministère de la Santé, c'était de mettre en place les grandes lignes de ce projet. Donc aujourd'hui, le comité mixte a tracé, après des débats fructueux, quelles sont les activités qui sont retenues par les deux ministères pour sensibiliser lors de cette journée à la préservation de la santé. Et l'objectif de cette journée, et c'est ça qui est important pour les deux ministères, c'est que toute la population soit touchée autour de l'école. Donc les établissements scolaires seront un lieu de promotion de santé où cette journée-là, tous les parents autour de l'école, les associations, les élèves, les enseignants seront mobilisés pour effectuer une activité physique
avec l'appui du ministère de la Santé. Donc aujourd'hui, nous avons fait l'ébauche des grandes lignes de ce projet et ce comité mixte va se réunir 2 fois par semaine pour aboutir à un projet qui permettra de toucher le plus grand nombre de la population djiboutienne, tous les âges de 7 à 77 ans, mais avec comme lieu d'ancrage l'école. L'école avec grand E majuscule, donc l'école primaire, que ce soit le préscolaire, l'école primaire, le collège ou le lycée. Et découvrez notre nouveau magazine dédié au partenariat public-privé, un levier essentiel pour le développement durable et la modernisation des infrastructures à travers des analyses et témoignages plongés au cœur de ces collaborations qui façonnent l'avenir de notre pays. Dans l'économie mondiale d'aujourd'hui, une vérité s'impose. Les ressources sont limitées de plus en plus à cause de la conjoncture économique et dynamique géopolitique mondiale et leur mobilisation est devenue un art difficile. Des chocs exogènes ont marqué ces dernières années sur donc un processus de transformation de Djibouti durant toutes ces 20 dernières années. On le sait tous, Covid était un de ces chocs majeurs, mais pas le seul. Nous avons eu un contexte régional et global difficile, principalement une crise géopolitique, couplée d'une crise géopolitique et économique régionale également. Le climat et ses conséquences pèsent également sur Djibouti. Et le tout, donc, nous le vivons, on le ressent, malgré une performance de notre économie, des indicateurs, nous restons cependant vulnérables, très vulnérables à plus d'un titre. On sait par ailleurs que les financements de développement vont se réduire d'année en année, malheureusement. Dans ce contexte, le partenariat public-privé s'affirme comme une réponse audacieuse et pragmatique. Alors qu'est-ce que le partenariat public-privé? Connu dans son acronyme PPP, c'est un mode de collaboration entre l'État et une entreprise privée pour financer, construire et gérer ensemble un projet d'intérêt public comme une route, un port ou une centrale en partageant les coûts, les risques et les bénéfices. Ce n'est pas seulement une formule juridique, c'est une vision, faire converger 2 forces complémentaires, la puissance publique et l'énergie entrepreneuriale. Le PPP, c'est d'abord une mission. Offrir à l'État les moyens de protéger l'intérêt général tout en s'appuyant sur le savoir-faire, l'innovation et l'efficacité du secteur privé. C'est unir les moyens, partager les risques et construire ensemble ce qu'aucun acteur ne pourrait accomplir seul. À Djibouti, cette démarche prend une résonance particulière. Nation carrefour, ouverte sur les échanges du monde, Djibouti fait du PPP un levier stratégique. C'est grâce à ce mécanisme qu'a vu le jour le projet solaire de Grand Bara. C'est aussi par ce biais que la modernisation de nos corridors logistiques continue de s'accélérer pour renforcer notre position de plaque tournante régionale. Car à l'heure où la compétition mondiale s'intensifie, où chaque pays cherche à transformer la rareté en opportunité, le PPP devient un instrument d'équilibre. Il ne s'agit pas seulement de bâtir des infrastructures visibles ponts, routes, terminaux portuaires, mais de préparer l'avenir, assurer des emplois, garantir des services de qualité et inscrire le développement dans la durée. En définitive, le partenariat public-privé est un pacte de confiance. C'est un engagement où l'État et le secteur privé acceptent de marcher ensemble, dans un même élan. Un pari sur l'avenir nourri par une conviction simple. L'alliance des forces est toujours plus puissante que l'isolement. Dans le tumulte d'une économie mondiale incertaine, Djibouti a fait son choix. Le PPP n'est pas une option. Il est la voie pour transformer nos contraintes en opportunités et tracer, pierre après pierre, le chemin d'un développement ambitieux et durable.
Cadre de la Journée internationale de la paix, célébrée chaque 21 septembre, une soirée culturelle s'est tenue hier au Théâtre des Salines, réunissant un large public autour des valeurs de paix, de vivre ensemble, de diversité culturelle. Placée sous le signe de la fraternité et de la cohésion sociale, cette initiative a rassemblé jeunes talents, artistes confirmés et figures emblématiques de la scène musicale dans une ambiance festive et chaleureuse. Les prestations artistiques riches en émotions et en engagement ont transmis donc un message fort, faire de la paix un socle pour construire un avenir commun. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, accompagné de plusieurs cadres de l'institution, ont pris part à cette soirée et a donné à l'événement une portée institutionnelle significative, soulignant le soutien actif des autorités culturelles à ce type de manifestation citoyenne. Dans le cadre de la lutte continue contre la contrebande et le trafic de produits illicites, la brigade des douanes d'Ali-Sébié, appuyée par les éléments de la police régionale, a mené une opération fructueuse ce week-end. Au cours d'un contrôle routinier sur un axe de transit stratégique, les forces conjointes ont intercepté un camion en provenance d'Éthiopie transportant illégalement 10 cartons d'alcool de type gin d'origine éthiopienne. Le chauffeur suspecté d'être impliqué dans cette tentative de contrebande a été immédiatement placé en garde à vue par les autorités policières locales. Une enquête a été ouverte pour identifier l'étendue du réseau et d'éventuelles complicités à caractère transfrontalier. Les services douaniers ont salué cette opération comme une avancée significative dans la lutte contre les trafics illicites. Dans l'actualité régionale à présent, le Kenya a brillé au championnat du monde d'athlétisme 2025 à Tokyo, en Japon, remportant 7 médailles d'or, 2 d'argent et 2 de bronze. Les athlètes kenyanes Béatrice Chebet et Perez Jepchirchir ont particulièrement marqué les esprits avec leur victoire sur 10 000 mètres et marathon. Faith Kipyegon, Emmanuel Wonyoni et Liliane Odera ont également remporté des médailles d'or, confirmant la puissance du Kenya dans les courses de fond. Ces succès reflètent les investissements du pays dans la formation des jeunes talents, notamment dans les régions d'Eldoret et de Kipchoge. L'Organisation météorologique mondiale alerte sur la menace grandissante du changement climatique sur les ressources en eau avec des conséquences graves pour les populations. Son rapport révèle que 2024 est l'année la plus chaude depuis 175 ans, provoquant inondations, sécheresses extrêmes et fonte des glaciers, et appelle à renforcer la surveillance et la coopération internationale pour mieux anticiper ces crises. Dans l'actualité internationale, toujours une étude publiée dans Nature alerte sur la disparition d'ici 2040 de plus de 70% des récifs coralliens de l'Atlantique menacés par le réchauffement climatique. Ces écosystèmes essentiels pour la biodiversité marine et la protection des côtes risquent un effondrement majeur sans une réduction urgente des émissions de gaz à effet de serre et des mesures innovantes pour renforcer leur résistance à la chaleur. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention.